Bonjour à tous et à toutes. Je sais que vous êtes en matinée, moi je suis plutôt en après-midi, mais moi aujourd'hui je vais partager avec vous une expérience d'atelier participatif que j'ai co-organisé en mai 2025, donc l'année passée, lors de mon post-doctorat au GRID de l'ETS, en collaboration avec le CERAC et avec le soutien du RRECQ. Je ne vais pas revenir, donc moi je m'inscris effectivement dans le secteur de la construction. Je ne vais pas revenir sur les chiffres du secteur, on en a déjà parlé plus tôt dans la matinée. Je vais peut-être juste reprendre effectivement le taux de circularité à l'échelle du Québec, qui pour l'année 2020, je pense, était de 3,5%. Ce chiffre, par exemple, pour d'autres pays comme celui des Pays-Bas, qui est vraiment euh, le très très bon élève, est à 24%. Donc on voit que les impacts en termes d'économie linéaire du secteur sont assez conséquents. On peut se poser la question de quels sont les freins pour passer à une économie circulaire dans notre secteur. Il y a déjà eu plusieurs, je ne sais pas si vous voyez tout l'écran, parce que ici je vois que j'ai ceci. Il y a déjà eu plusieurs publications qui ont été faites, notamment le rapport du CERIEC du Lab Construction sur justement ces freins à la circularité. Je ne vais pas les reprendre tous. Quelques-uns qui m'intéressent, moi, dans le cadre de ces ateliers participatifs, notamment l'absence de but commun au sein des équipes, une faible interaction entre les acteurs de la chaîne de valeur, des pertes d'efforts dues à un manque de transfert de connaissances de l'amont en aval, et puis une conception qui reste relativement en silo avec une non-reconnaissance de la valeur des matériaux. Ces freins, ils sont pas propres au Québec, ils sont pas spécifiques au Québec, ils sont structurels, particulièrement pour notre secteur de la construction circulaire. Et donc, quand on parle en fait de circularité pour notre secteur ou pour d'autres, on a toujours l'impression que d'un côté, il y aurait les ressources et les produits, et puis de l'autre, il y aurait les déchets, comme s'il y avait soit quelque chose avec de la valeur maximale ou de l'autre côté, une valeur qui est complètement nulle. En fait, ce qu'on se rend compte et ce qui est dit aussi dans la revue de littérature, petit truc est embêtant, vous n'avez pas les sources, c'est qu'on voit qu'effectivement, il y a un gradient, il y a vraiment des nuances justement sur les éléments qui ont de la valeur. Elle va notamment dépendre de l'acteur ou de l'actrice qui le regarde, l'élément. Ça peut être des usagers, ça peut être des personnes d'entretien, des revendeurs notamment. Et donc là, on va attribuer de la valeur aux choses, mais on parle souvent aussi de valeur économique, alors qu'il y a différents types de valeurs. Ça peut être de la valeur sentimentale, patrimoniale, environnementale ou même technique. Et effectivement, pour définir ce qui a de la valeur aux éléments, il faut, entre parties prenantes, que l'on s'aligne. On parle d'alignement, mais on pourrait aussi parler de synchronisation. Alors moi, dans un article que j'ai publié en 2025, on parlait de synchronisation d'une part qui est cognitive, c'est là où on va s'aligner sur la valeur des choses. Je suis contente que dans les présentations précédentes, on a aussi parlé de la valeur. C'est l'imaginaire qu'on se fait ou encore des récits qu'on utilise pour transitionner et des objectifs qu'on se donne. D'un autre côté, on a des synchronisations qui sont opératoires et c'est là où on va pouvoir établir un plan d'action, une mise en pratique. Dans les mises en pratique, on en a différentes. Tout le monde connaît les 10 R. Là, il y en a un petit peu plus, mais donc refuser, repenser, réduire, réemployer pour le futur ou sur site ou hors site. Bon, voilà, je vais pas tous les citer, mais donc effectivement, les stratégies circulaires sont une mise en pratique. Il y a aussi dans le discours une certaine idée que ces stratégies circulaires, elles vont s'appliquer sur l'ensemble du bâtiment, alors que depuis 94, depuis 94, Brandt nous dit qu'effectivement le bâtiment il est composé comme un espèce d'oignon, on va avoir plusieurs couches. Et depuis 94, on a effectivement la revue de littérature qui se développe et qui va plus ou moins détailler ces couches, suivant des couches extérieures, etc. Et donc, on va avoir, par exemple, du réemploi de parements ou de la réparation d'enduits. Mais donc là, ça va être effectivement des stratégies qui vont s'appliquer sur certaines parties particulièrement du bâtiment. Et donc ceci, ça va, comme on le voit ici sur la partie gauche de l'écran, on a effectivement tout le cycle de vie du projet, donc le stock existant, et puis, vous voyez pas mon curseur, là, non. Ouais, bom.
Pointeur laser. Donc ici, effectivement, on a le stock existant de ce qu'il y a sur site, et puis on va avoir la rénovation circulaire actuelle qui va elle-même dans le futur donner du stock de matière qui va à terme redevenir un futur projet de rénovation. Et donc dans ce cycle du projet, on va avoir différents acteurs qui vont se développer, les acteurs du projet lui-même, les architectes, les ingénieurs, mais aussi les acteurs du secteur et de l'industrie à l'échelle méso, et puis les acteurs publics à l'échelle macro. Et en fait, toutes les stratégies circulaires vont impliquer différentes parties prenantes à différentes étapes du projet. Et en fait, ces parties prenantes, donc dans ces stratégies dépendent, elles vont impliquer différents acteurs, je l'ai dit, donc ici on le voit à l'écran. Et donc en fait dans cette étude dont je vous parlais, on étudie avec la professeure Gobo depuis déjà 2024 une recherche sur les interactions entre les acteurs au sein des écosystèmes de construction circulaire. Et donc là on voit qu'on va d'une part étudier les synchronisations cognitives, comment les personnes vont s'aligner, et d'un autre côté les opérations, les synchronisations opératoires, c'est comment on va mettre tout ceci en pratique. Et dans ce cadre-là, donc ça fait beaucoup de poupées russes, hein, mais donc on va aussi étudier les outils pour y parvenir. Et donc, à l'issue de cette première étape de notre recherche, on a développé comme ça un outil qui se veut macroscopique dans le sens où il va être multi-échelle, multi-temporalité, multi-acteur-actrice, multi-stratégie et multi-couche. Sauf que cette carte qu'on a proposée, c'est pas un cadre, c'est vraiment une carte qui permet de naviguer. Cette carte, elle reste, en tout cas au moment de la publication, elle restait assez conceptuelle. Et pendant mon postdoctorat, en fait, au grid de l'ETS, on a eu cette idée de l'expérimenter à travers des ateliers. Et donc, ces ateliers se sont déroulés lors du forum du CERAC en collaboration avec le GRID, avec des conférences en matinée. Donc, on a eu 8 conférenciers Belgique, Québec, qui ont parlé des pratiques outillées en économie circulaire dans notre secteur de la construction et des pratiques collectives. Et ces ateliers, justement, dont l'objectif était d'abord de conscientiser, ça c'était vraiment important, sur ces pratiques circulaires, d'ancrer les intentions, puisque ce qu'on peut constater dans la revue de littérature, mais aussi dans l'expérience, dans la pratique, c'est que on a toujours toutes les bonnes intentions au départ, mais qu'au fil des contraintes budgétaires et de planning, elles s'étiolent. Donc, c'est vraiment ancrer les intentions et puis d'observer les collaborations, les activités collectives et de tester tout ça sous une forme de jeu sérieux. Donc, on a collaboré avec un bureau d'architecture lauréat d'un concours public, un centre sportif, qui présentait plusieurs défis. Donc, le centre sportif Gadebois le long du canal de la Chine. Et avec ce bureau d'architecture lauréat, on a pu identifier 8 flux de matière à circulariser, en se basant notamment sur d'autres projets pilotes qui ont été menés en Europe, notamment le FCRBE. Et donc, j'ai imaginé dans ce cadre-là de ces ateliers un jeu sérieux qui était composé à la fois d'un plateau qu'on voit ici à l'écran, donc un plateau en 24 étapes, un petit peu comme un jeu de loi, et sur l'autre côté de ce plateau, on avait les étapes du projet, un peu comme je viens de vous montrer maintenant. Et avec ce jeu de plateau, on avait un jeu de cartes avec des questions assez simples suivant des couleurs, donc le pourquoi, qui était plutôt de la synchronisation cognitive, le quoi, qui est comment, qui est quand et comment, qui était plutôt la synchronisation opératoire. Chaque carte avait une action à jouer, et au verso de ces cartes, recto verso, oui. Au verso de ces cartes, on avait les 24 questions qui devaient être jouées en équipe. L'objectif vraiment de ce jeu sérieux, c'était de vraiment de partager des valeurs communes qui permettaient de transitionner et vraiment d'être dans le collectif, puisque chacun, quelque part, détient une partie de la solution, et de privilégier la pérennité plutôt que la compétitivité. Moi, ici, je ne vais pas vous présenter tout en détail vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais présenter quelques résultats, notamment sur le contenu de ces ateliers participatifs. Donc ça, c'était les participants. Donc on a eu 93 participants répartis en 6 équipes multidisciplinaires. Donc on avait effectivement des consultants en circularité, en BIM et en décarbonation. On a eu bien entendu les architectes, les ingénieurs, les concepteurs et des entrepreneurs. On a eu aussi des représentants des municipalités et des acteurs maîtrise d'ouvrage public.
des manufacturiers, mais aussi des revendeurs. Donc, on avait quand même comme ça une assez belle représentativité, bon, toujours limitée forcément avec 43 personnes, mais une belle représentativité. Dans les résultats, donc les premières étapes de ce jeu étaient vraiment centrées sur cette synchronisation cognitive. Et moi, quand j'ai regardé les résultats, j'étais assez surprise de voir que donc dans la première question, qui est choisissez une valeur pour votre projet. Donc c'était vraiment chaque équipe devait se mettre d'accord sur une valeur à tenir dans leur projet. Et donc, on a eu des valeurs majoritairement sociales, donc soit d'exemplarité, soit de création d'emplois, ou une valeur qui a été sélectionnée environnementale, réduction des déchets ou réduction des gaz à effet de serre. Aucune équipe n'a choisi en fait de porter une valeur économique à travers ce projet circulaire qui était simulé dans le cadre des ateliers. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les flux prioritaires étaient majoritairement des murs rideaux, des portes, des fenêtres, alors que les briques et les terrassos, les sols qui étaient dans le projet n'ont pas été utilisés, alors qu'il y avait eu des exemples lors des conférences en matinée qui étaient vraiment montrés, mais ça n'a pas été choisi. Dans les stratégies qui ont été sélectionnées, c'était majoritairement du réemploi ou de la réaffectation. Donc ça, à chaque fois, ils avaient au dos des petites cartes campagne les 10 stratégies avec à quoi ça correspondait. Et dans les types d'objectifs, puisque c'était la quatrième question, c'était de savoir quels objectifs ils voulaient atteindre à travers ce projet circulaire. Donc on a eu autant du qualitatif que du quanti. Le quali, c'était majoritairement un retour d'expérience ou conserver l'aspect visuel, tandis que le quantitatif, c'était plutôt zéro déchet ou alors de la création d'emplois. Ça va avoir de l'importance pour après. Donc, dans ces résultats, moi, que je vous montre de façon succincte, j'aurai pas le temps de présenter effectivement les 24 étapes, forcément, mais je vais me concentrer sur les outils parce que, outre l'aspect outil du jeu, de la carte, il y a aussi les outils qu'on a questionnés à travers ce jeu, avec différents usages, donc comme on le voit ici à l'écran. Et donc, on a eu 98 outils qui ont été cités pour les 6 équipes. Alors, dans les outils, donc les premiers outils qui sont questionnés, c'est comment on va pouvoir partager les valeurs, les objectifs et les stratégies à toutes les parties prenantes du projet imaginé en équipe. Donc, c'est-à-dire que bien s'assurer que de l'amont à l'aval, on va avoir comme ça s'assurer du flux. Et donc, dans les outils qui ont été cités, il y a eu plutôt de façon récurrente les contrats, les chartes d'engagement et les réunions. Moi, ce que j'ai pu noter là-dedans, c'est que malgré le fait que voilà, ces contrats et chartes d'engagement, on a très peu de clauses circulaires qui sont actuellement dans les contrats. Donc, on voit là qu'il y a une nécessité quelque part de développement. Et puis que dans les chartes d'engagement, ça reste quelque chose c'est une pratique qui est ponctuelle et volontaire. Donc, il y a tous les bureaux toutes les parties prenantes ne s'engagent pas à travers une charte. Donc, on voit ici qu'il y a cet outil qui est cité, mais encore assez ponctuel comme pratique. Dans les outils de suivi, donc l'objectif était de les questionner aussi avec quels outils ils allaient pouvoir suivre les objectifs circulaires qu'ils ont définis préalablement en équipe. Et donc là, on voit que le BIM a été sur 4 des 6 équipes ont cité le BIM, sans distinction sur le processus ou la maquette BIM, et pas de distinction non plus sur les dimensions, par exemple. Par contre, quand on prend de façon plus large ces réponses sur les outils de suivi, on voit qu'il y a quelques outils qui sont plutôt de l'ordre de la circularité, comme les inventaires, l'analyse du flux de matière, les scores de réparabilité et de réemploi et les passeports. Toutefois, ce que moi, je peux constater ici, en mettant en parallèle les valeurs sociales ou environnementales et les objectifs circulaires, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent de suivre ces objectifs circulaires. C'est-à-dire que, par exemple, dans le besoin de retour d'expérience, on n'a pas dans ces outils de suivi des enquêtes ou des focus group a posteriori. Donc ça, voilà, c'est un des points que j'ai pu relever. Dans ces 24 étapes du jeu, on questionne aussi les participants sur leurs besoins en termes de ressources humaines, techniques et matérielles pour atteindre les objectifs qu'ils ont de ce projet circulaire et avec quels outils ils vont pouvoir collecter ces informations et ces ressources.
Là, ici, je vais me concentrer que sur les ressources humaines. Donc, il y a eu 32 réponses parmi les 6 équipes. Et on voit forcément qu'on a des professions qui ressortent, architectes, ingénieurs, chercheurs et installatrices. Mais aussi en termes de compétences et de connaissances, j'ai trouvé intéressant de voir qu'il y avait des qualificatifs tels que l'engagement, la débrouillardise, des personnes qui trouvent des solutions à tout, c'est des personnes magiques apparemment, mais aussi de la créativité ou des compétences à gérer des conflits. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des ressources humaines, des formations qui doivent peut-être être mises en place pour ce type de profil. Et alors, on a eu aussi des réponses sur l'expertise. Et alors ça, moi... Pardon. Oui. On arrive vers la fin de la session. Est-ce que tu es capable de clore en 1 ou 2 minutes? Oui, je vais aller très 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 vite. Donc voilà, dans les outils pour collecter justement ces ressources, base de données du Québec, formation, cartographie d'acteurs et projets de recherche. Là, on voit qu'il y a aussi effectivement tout un volet de développement d'outils. Je vais passer là-dessus. Et en termes de retours, donc il y a eu différentes collectes de données sur les retours. Ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, il y a eu une difficulté pour les participants à s'approprier les différents types d'outils. Et qu'il y a eu aussi un manque d'itération au sein du jeu. Par contre, du côté positif, il y a eu un vrai engagement et une vraie collaboration entre les participants, une prise de conscience des angles morts, prise de conscience des équipes, donc c'est-à-dire de l'amont à l'aval, et une prise de conscience des désalignements entre personnes. Je vais conclure. Sur ces résultats, moi, l'idée, c'est effectivement que les résultats des ateliers puissent alimenter cette carte conceptuelle dans l'objectif de faire une publication et sur l'article et sur le jeu, et à terme de peut-être en faire un outil d'accompagnement de projets et d'équipes pour des projets circulaires. Et voilà. Du coup, j'ai un peu abrégé la fin. Nous avons 5 minutes pour prendre des questions de la salle. Tu nous diras si tu entends bien, Charlotte, Oui. des questions. Oui, on a une question au fond. J'ignore ton nom. Oui, c'est Fadi Rodrigue. Juste pour savoir, l'outil proposé dans un projet circulaire, quelles sont les parties prenantes qui sont en mesure de l'utiliser? J'ai pas très très bien entendu par contre. Les parties prenantes. Dans Ouais. un projet qui se veut circulaire, quelles sont les parties prenantes qui sont en mesure d'utiliser l'outil? Donc les parties prenantes, c'est toute partie qui peut intervenir sur un projet de construction, de rénovation circulaire. Donc on peut avoir vraiment les équipes de conception, mais aussi les équipes de construction, les usagers. Là, l'outil d'accompagnement, c'est vraiment plutôt un jeu. Donc l'objectif était bien qu'il soit le plus inclusif possible, bien entendu avec des biais de conception et voilà des limites. Donc l'idée c'est aussi de le retester, et donc là on imagine des nouveaux tests pour ce jeu. Mais donc l'objectif c'est bien la majorité des parties prenantes qui vont intervenir sur un projet de construction, de rénovation circulaire. Merci. Oui, Daniel. Allô Charlotte, c'est Daniel Normandin. Oui, bonjour Daniel. Moi, j'aimerais savoir, suite à, bon, le jeu, c'est un peu un eye-opener, en fait, là, dans le sens que, bon, j'imagine que le but, c'est de sensibiliser différentes parties prenantes à la sécularité, entre autres. Est-ce que, suite à ce jeu, tu as noté des changements au niveau des pratiques? Est-ce que ça a été suffisamment, comment dirais-je, euh, sensible pour les gens qui ont participé là, pour provoquer des changements de comportement? Mais là, un des points voilà, logistiques, moi je terminais mon postdoctorat quand j'ai pu faire ce jeu, et donc je n'ai pas assuré quelque part un suivi et qui permettrait de mesurer quelque part les progressions ou pas dans des pratiques des participants. Par contre, j'ai eu plusieurs échanges avec des participants du jeu, et là on voit qu'il y a eu comme une toute petite graine qui s'est développée pour faire quelque chose d'un peu plus grand.
Donc voilà, c'est assez ponctuel, mais je pense que c'est manquant pour cette participation-là, en tout cas, oui. Ok, d'accord, merci. Merci. Ah oui. Bonjour, Virginie Francard, je suis professeure à Polytechnique. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant cette approche-là ludique, notamment pour créer une synergie, puis aussi pour sensibiliser. Je me demande, est-ce que ce jeu, il est disponible, est-ce qu'il est accessible? Parce que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant en termes aussi de formation. Mais donc là, l'idée, c'est que on réfléchit avec les deux professeurs qui m'ont encadré au grid et la professeure qui m'encadre pour mon post-doctorat à UC Louvain à le publier. Il va y avoir effectivement un article qui va permettre de le fixer, mais je pense que ce jeu doit être testé à plusieurs reprises pour être amélioré. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé, on pourrait peut-être imaginer le tester en vrai dans le cadre d'une formation. On l'a fait à UC Louvain avec des étudiants en architecture. Et là, il y a peut-être une possibilité pour des entreprises au Grand-Duché du Luxembourg. Donc voilà, il faut, à mon avis, un petit peu l'améliorer, notamment sur ce que Daniel disait sur la collecte du retour d'expérience, mais aussi sur le temps, parce que ce qui a été un petit peu reproché, c'est que c'est assez détaillé. En fait, on voit qu'à travers ces 24 étapes, on va du plus large au vraiment dans le détail. Et pour certaines personnes qui s'insèrent dans l'économie circulaire, ils peuvent se sentir un petit peu submergés par toutes les informations. Donc voilà, à mon sens, il doit être un petit peu amélioré. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question du coup. Oui, merci, puis je vous contacterai. Super, merci.